Bonjour à tous et à toutes. Je suis obligé de répondre à vos questions quand elles s'accumulent. Donc, alors, vous m'avez posé euh, beaucoup de questions sur les familles d'âmes. Hein, vous m'avez posé beaucoup de questions, puisque j'en ai parlé dans ma vidéo précédente et ça vous a apparemment interpellé. Vous avez été nombreux à me demander ce que c'était que ces familles d'âmes et si on pouvait en savoir plus. Alors, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos des 7 rayons, des rayons cosmiques, hein, des 7 rayons qui parcourent le cosmos en fait. Hein, et qui nous influe directement, indirectement ou pas du tout. Il faut savoir que nous sommes dans un système solaire de rayon 2, c'est-à-dire que c'est le rayon du Soleil lui-même hein, qui donc nous enveloppe, nous entoure et nous pénètre. Hein. C'est un petit peu comme, j'allais dire la force dans la guerre des étoiles, mais c'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste. Non, la force dans la guerre des étoiles, c'est l'énergie éthérique, hein, c'est l'éther. C'est l'éther en réalité qui est cette énergie noire aux matières noires dont parlent les scientifiques qui essayent de classifier cette énergie noire et se sont rendus compte que dans une galaxie, il y a autant d'énergie noire ou de matière noire que de lumière. Oui, parce que c'est la loi des correspondances et il y a autant d'énergie, d'antimatière, si vous voulez, que de matière. En réalité, l'univers entier, le cosmos dans son entier, est complètement fait d'éther. Nous baignons dans un bain d'éther, de matière ou d'énergie noire, comme l'appellent les pseudo-scientifiques, hein, qui en fait ne veulent pas admettre qu'il s'agit de l'éther, dont on parle depuis des siècles et des siècles. C'est tout simplement cette énergie primordiale, cette énergie latente, qui justement va servir de matrice à un futur système solaire, une future galaxie, une future planète. C'est cette énergie qui attend une volonté intelligente pour la modeler et lui donner une impulsion d'énergie circulaire en spirale qui va faire que ce mouvement en spirale va agglutiner les atomes et les molécules pour former des astres. C'est comme ça que ça se passe. Chaque astre, que ce soit une planète, ou que ce soit une étoile, ou que ce soit même une galaxie, tourne autour d'un axe, vous avez remarqué. Et c'est ce mouvement rotatoire qui attire les particules, qui les attire et qui les maintiennent dans un tout cohérent. Hein. Le Soleil tourne sur lui-même, les planètes qui gravitent autour de notre Soleil tournent également autour du Soleil et elles-mêmes tournent sur elles-mêmes en même temps. Hein. Il n'y a que les astres morts qui ne tournent plus sur eux-mêmes et encore, c'est très rare. En général, ils tournent sur eux-mêmes à la même vitesse qu'ils tournent autour de l'astre autour duquel ils sont en gravitation. Donc c'est par exemple la Lune, on dit parce qu'il y a une face cachée, on dit que la Lune ne tourne plus sur elle-même, c'est faux. La Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, c'est-à-dire qu'elle met 29 jours pour faire le tour de la Terre, elle tourne sur elle-même en 29 jours. Mais comme elle est parfaite, son mouvement circulaire et rotatoire est synchronisé avec son mouvement orbital, eh bien nous ne voyons toujours que la même face, ce qui est très étrange. Et ça pourrait être le sujet d'une autre conférence, d'une autre vidéo. Pour en revenir aux familles d'âmes, je vous expliquais ces 7 rayons dont je vous ai déjà parlé. Hein, le premier rayon qui est le rayon de volonté. Volonté, destruction et action et destruction. Hein. Rayon 2, amour, sagesse, hein, qui est le rayon des enseignants. Alors le rayon 1 est surtout le rayon on va dire des êtres qui ont la vision du but à atteindre et qui n'ont pas de scrupules à être de grands conquérants, de grands destructeurs, qui ne font pas de cas de conscience à détruire des vies pour accomplir un dessein. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à casser des œufs pour faire une omelette. Ces familles d'âmes numéro 1, on les retrouve parmi les grands prédateurs, mais aussi parmi les grands dirigeants, les grands guerriers, les grands meneurs d'hommes, mais qui ont mené par la guerre. Il peut y avoir aussi les psychopathes, les tueurs en série, etc. Ce sont des familles d'âmes
à divers degrés de conscience, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que une personnalité de rayon 1, si elle est dans un corps très peu expérimenté, va être un tueur sans conscience. Hein. Alors que une personnalité ou un ego ou une âme de rayon 1 incarnée peut être quelqu'un d'extrêmement puissant, un maître de sagesse extrêmement puissant, comme Moria, El Moria, qui est le maître du rayon 1. Le rayon 2, le rayon d'amour-sagesse, qui est le rayon... Alors, je voulais préciser que le rayon 1, dans notre système solaire, est très peu actif. Très très peu actif. Quand il entre en activité, c'est en général pour détruire. Le rayon 1 rentre pour détruire ce qui n'a plus lieu d'être, pour qu'on puisse enfin construire un avenir. Hein. Donc, le rayon 1, en réalité, on l'appelle le rayon de pouvoir et de destruction, parce que quand il rentre en activité, par exemple les volcans rentrent en activité, c'est la volonté du rayon 1. Hein. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre au niveau des familles d'âmes, c'est qu'il y a peu d'âmes de rayon 1 sur la planète. Il y en a peu. C'est pour ça que quand il y en a et qu'ils ont un rôle important, en général ce sont des gens qui se démarquent par leur cruauté, leur manque de cœur, un peu comme ça au premier abord. Ce sont des gens qui se démarquent et qui marquent l'histoire. Hein. Alors, donc les âmes de rayon 2. Rayon 2, amour, sagesse et enseignement. Là, nous avons les grands guides, les prophètes, les grands guides de la planète. C'est-à-dire, ce sont des âmes qui viennent pour guider les autres, hein, pour leur apprendre l'aspect de l'amour inconditionnel et aussi de la sagesse. Ce sont les Bouddhas, les Jésus, les Moïse. Et ce sont des gens qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'émanent pas toujours forcément d'eux un grand amour compassionnel. Ce sont des gens qui ont plutôt une certaine froideur et qui essayent d'apprendre de tout ce qu'ils font dans la vie. Ils essayent d'apprendre et de transmettre ce savoir. C'est vraiment une obsession chez les âmes de rayon 2, dont je fais partie. Voilà, si je peux parler un peu de moi, c'est un rayon que je connais bien, et c'est le rayon de notre soleil, donc de notre système solaire. C'est le rayon dominant de notre système solaire. C'est un rayon qui ne s'éteindra jamais dans notre système solaire, voilà, puisque c'est le rayon de notre système solaire. Et il y a des âmes en masse de rayon 2, et bien sûr, chacune évolue selon son degré de conscience également. Donc les rayons 2, les transmetteurs du savoir. Les rayons 3, donc les âmes de rayon 3, ce sont des penseurs, des scientifiques, des littéraires, des écrivains. Je pense que j'ai pas besoin de m'étendre davantage là-dessus. Les âmes de rayon 4 sont des artistes, c'est le rayon d'art et d'harmonie, mais on dit aussi l'harmonie par le conflit, donc souvent ce sont des âmes qui sont conflictuelles. Hein, donc, c'est-à-dire qui cherchent la paix à travers la bataille, c'est assez étrange. Alors, il faut aussi savoir une chose, hein, c'est que vous pouvez être une personnalité de rayon 2 et avoir une âme de rayon 4. Si vous êtes une personnalité de rayon 2, vous allez plutôt vous démarquer de façon assez froide, vous allez toujours avoir envie d'apprendre, pas toujours dans le partage, dans l'amour compassionnel. Par contre, si vous avez une âme de rayon 2, ce n'est pas la même chose, c'est pas vécu sur le même plan. L'âme de rayon 2 va toujours chercher à aider son prochain, alors que la personnalité de rayon 2 va chercher à apprendre pour elle-même. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Pour une âme de rayon 4, l'âme de rayon 4 va chercher à embellir le monde par le biais de l'art. La personnalité de rayon 4 va chercher à être l'artiste le plus expressif possible et le plus accompli possible, et parfois cela peut mener chez lui à des comportements conflictuels. Voilà. Ensuite, les familles de rayon 5. Alors, pour les familles d'âmes de rayon 4, c'est pareil, c'est une autre planète. Hein. Je veux dire, si vous connaissez vraiment de vrais artistes, de vrais peintres, de vrais artistes peintres ou de vrais musiciens qui ont l'oreille absolue et qui sont dans une dimension complètement différente de la nôtre, ce sont des familles d'âmes à part. Ce sont des gens qui sont véritablement dans une autre sphère. Hein. Vous pouvez pas, si vous n'avez jamais touché un instrument de votre vie et que demain vous décidez de devenir musicien, moi je vous souhaite, je ne dis pas, tout est possible, mais si vous n'avez pas une âme ou une personnalité, si vous n'avez pas un rayon 4 présent dans votre thème, des rayons,
vous allez avoir beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal. Alors que chez eux, chez ces personnalités-là ou ces âmes-là, c'est naturel. C'est parce que ces âmes se réincarnent, puisque ce sont des âmes de rayon 4 comme Mozart et les grands compositeurs par exemple, ils se réincarnent avec ce rayon 4 toujours présent en eux. Et quand ils se réincarnent dans des périodes terrestres où le rayon 4 est actif, ce qui n'est plus le cas actuellement je crois, il faudrait que je vérifie l'information, je ne sais plus. Je crois que le rayon 4 n'est plus actif actuellement sur la planète, je ne suis pas sûr mais je vais regarder. En tout cas, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, le rayon était puissant et était très actif, et c'est pour ça qu'on a vu autant d'âmes de rayon 4 briller, comme les Léonard de Vinci, comme les Mozart, les Bach, les Beethoven et tous les grands compositeurs, hein, les grands peintres, hein, dont l'Italie regorge, l'Allemagne, l'Autriche. On a eu une recrudescence d'âmes comme ça de rayon 4 qui ont été exceptionnelles. Et il n'est pas explicable par la science qu'un garçon de 4 ans ou 5 ans puisse composer un concerto ou une symphonie à 7 ans, alors qu'on est dans une époque, au XVIIIe siècle, où on n'a pas accès à l'éducation scolaire aussi facilement, où on ne sait pas à 4 ans encore écrire ni parler correctement une langue, et pourtant Mozart avait déjà composé un concerto à 4 ans et demi. Donc, c'était une âme de rayon 4 qui avait déjà vécu des nombreuses vies en tant qu'artiste et qui était une âme de rayon 4 déjà très très avancée. Hein. Et en plus, il était un initié de 3e niveau, ce qui faisait de lui une personnalité et une âme très, très puissante. Donc, ce qui fait qu'il avait le rayon 4 qui s'exprimait très facilement à travers lui. Hein. Donc, ce sont des cas rares. Hein. Et vous voyez à quel point, lorsque vous êtes un initié, un disciple avancé, et que vous vivez en tant qu'âme, vous voyez la puissance de l'intuition et la puissance de l'âme, de ce qu'elle est capable de faire au travers d'un humain. C'est Mozart est l'exemple type de ce qu'est le génie et, on va dire, de l'aspect totalement irrationnel d'un tel phénomène. Personne ne peut expliquer comment un garçon de 4 ans au XVIIIe siècle peut déjà savoir jouer du violon, du piano et composer un concerto. Je parle au XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, on a des prodiges qui à 5 ans savent déjà jouer des œuvres majeures au piano de Chopin ou de Bach. À 5 ans, on trouve des gamins qui savent jouer, mais ils ne savent pas composer. Lui, il composait. C'est-à-dire qu'il entendait la musique, il écrivait directement sur le papier, directement, comme ça. Il écrivait les notes directes. Franchement, si pour vous, si ça ne vous parle pas ce que je vous dis, intéressez-vous à la chose. Faites un peu de solfège, prenez quelques cours de piano et de solfège, et vous allez comprendre pourquoi ce que je suis en train de vous dire, pourquoi c'est exceptionnel. Voilà. Et à quel point vous pouvez croire en la réincarnation, à quel point vous pouvez croire que vous êtes des âmes, comme nous sommes tous des âmes incarnées, mais nous ne sommes pas tous autant en contact rapproché avec notre âme. Mozart était une âme à part entière et il était très proche de son âme, ce qui faisait que son âme parlait très facilement à travers lui et lui dictait de la musique par le biais du rayon 4, lui dictait de la musique et il l'entendait très facilement. Plus vous vous rapprochez de votre âme et plus vous entendez, votre famille d'âme vous parle. Voilà. Les rayons 5, ce sont les scientifiques, hein, les mathématiciens, les cartésiens. On en a besoin aussi. Hein. Le rayon 6, ce sont, alors, j'en ai déjà parlé, les âmes de rayon 6 sont des âmes de dévotion idéaliste et religieuse, c'est-à-dire tous les barbus actuels qui essayent de revenir au Moyen-Âge et qui coupent les têtes au nom d'une idéologie religieuse, sont des entités, des personnalités ou des âmes de rayon 6, malheureusement. Voilà. Il faut savoir que Jésus était une personnalité ou une âme de rayon 6. Jésus est venu pour réformer les Écritures et pour réformer les idéologies qui n'avaient plus lieu d'être aussi, il faut le savoir. Hein. Donc aujourd'hui, le rayon 6 étant en train d'entrer en obscuration, c'est-à-dire en train de s'éteindre, nous avons des remous, c'est-à-dire ça, je vous l'ai déjà dit, j'avais dit qu'il allait y avoir des remous religieux et des remous de fanatisme. Et malheureusement, le fanatisme religieux est malheureusement l'aspect négatif de ce rayon, du rayon 6, et des âmes de rayon 6, des familles d'âmes de rayon 6.
nous avons chez les âmes de rayon 6 qui peuvent être autant de très bons prêcheurs religieux ou spirituels et qui peuvent être des guides spirituels autant. Si un être a une âme de rayon 2 et une personnalité de rayon 6 ou l'inverse, peut être un prophète ou un guide spirituel de très bonne valeur, très grande valeur. Autant s'il a une personnalité de rayon 1, c'est-à-dire destructrice, et une âme de rayon 6, on a affaire à des gens qui n'hésitent pas à tuer au nom d'une idéologie, et ça c'est malheureux. Et en ce moment sur la planète, malheureusement, nous avons des groupuscules, et nous voyons à quel point ces âmes de rayon 6 cristallisées, c'est-à-dire ou de personnalités rayon 6 qui sont cristallisées dans de vieux idéaux, on voit à quel point ils ont du mal à lâcher et à remettre en question leurs idéaux, et ils ont du mal à évoluer. Et malheureusement, il n'y a que le rayon 1 de destruction qui aura raison de ces personnes, et il va falloir passer par ce rayon 1 et éliminer tous ces idéaux cristallisés qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui sur notre planète. C'est comme ça que ça se passe. Les âmes de rayon 7 sont des âmes magiciennes, cérémonielles et sacrificielles. Ce sont des âmes qui sont en rapport avec les éléments de la nature, le rayon violet, et ce sont des âmes qui savent déjà pratiquer la magie noire, la magie blanche. Alors il y a plus de mages noirs que de mages blancs sur cette planète, c'est ainsi, mais ce sont des âmes qui ont cette capacité à guérir par la magie et à apporter un nouveau monde, un nouvel ordre. Alors c'est le nouvel ordre mondial, on en a parlé déjà, étant donné que ce rayon 7 est en train de grandir à la place du rayon 6 qui s'en va, qui s'éteint. Nous avons le rayon 7 qui est en train de rentrer en activité, et donc nous avons un maximum d'âmes de rayon 7 qui s'incarnent aujourd'hui sur la planète depuis maintenant une trentaine d'années, voire plus. Ce sont les âmes qui fonctionnent avec le rayon violet, et donc la guérison spirituelle qui va passer par le rayon violet. Donc aujourd'hui, ce rayon violet, cette guérison spirituelle et ce nouvel ordre également religieux et spirituel passera au travers de ces âmes, cette famille d'âmes de rayon 7 qui est en train d'entrer petit à petit en activité. Alors vous me posez la question sur les enfants indigos, est-ce que les enfants indigos ont un rapport avec les âmes de rayon 7 ? On pourrait dire que oui. Hein. L'indigo c'est plutôt le bleu foncé, hein, donc c'est plutôt les âmes de rayon 6, mais nous avons aussi des âmes de rayon 5 qui sont indigo. Ça ne veut pas forcément dire, c'est pas parce que vous êtes indigo que vous êtes automatiquement sur une ou une autre famille d'âmes. Indigo veut dire que vous avez déjà atteint un certain degré de disciple. Hein, voilà. Donc vous avez déjà des feux internes qui sont déjà activés, et vous avez dans votre aura une lumière bleue, bleu foncé, hein, qui est une couleur de spiritualité, qui correspond au lapis lazuli chez les minéraux, et qui correspond donc au sixième chakra. Hein. Voilà, donc les indigos, ce sont des enfants qui ont déjà atteint un degré spirituel d'éveil. Alors vous me demandez, la glande pinéale, cette glande pinéale, ce troisième œil, comment faire pour l'activer ? Qu'est-ce que la glande pinéale ? Alors j'ai déjà expliqué sur ma vidéo sur les chakras que chaque chakra a dans notre corps physique sa contrepartie physique, c'est-à-dire que chacun de nos chakras, à chacun de nos chakras correspond une glande endocrine. Hein. Étant donné que l'être humain est très peu développé sur le plan spirituel, il n'a pas son chakra pinéal, il n'a pas ce chakra-là n'est pas activé chez la majorité des humains, encore moins celui-là. Automatiquement, les deux glandes pinéales qui correspondent au sixième chakra et au septième, pinéal et pituitaire, automatiquement, ces chakras qui correspondent, et donc les glandes endocrines qui correspondent à ces chakras, sont plus ou moins amorphes et plus ou moins atrophiées. Alors, vous me demandez comment réveiller la glande pinéale, mais non, vous ne pouvez pas réveiller la glande pinéale. Pour qu'une glande endocrine soit active, il faut que le chakra lui-même soit actif, puisque la glande endocrine qui correspond au chakra ne fonctionne que si le chakra fonctionne. Hein, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice versa, mais c'est l'énergie qui imprime à la matière son mouvement. La matière suit l'énergie, et l'énergie suit la pensée. Donc, changez vos pensées, ayez une vie spirituelle, pratiquez la méditation,
pouvez faire des exercices d'entraînement pour l'ouverture du troisième œil. Il existe des exercices comme par exemple la lampe au phosphène. Renseignez-vous sur les lampes au phosphène, vous pouvez en acheter, vous pouvez fixer la lampe au phosphène pour développer votre troisième œil. Vous pouvez aussi fixer la flamme d'une bougie. Vous allez voir qu'en fixant une flamme de bougie pendant environ 10 minutes, entre 5 et 10 minutes, vous allez passer par plusieurs couleurs. La flamme va être d'abord jaune, puis va devenir bleue, puis verte. Et à l'intérieur du vert, vous allez avoir le violet, puis le rose. Quand vous allez avoir le rose, vous pouvez arrêter l'exercice. Avec une lampe au phosphène, c'est beaucoup plus rapide, ça prend 2 minutes. Voilà. Et avec une bougie, ça va prendre 10 minutes, 7-8 minutes. Ce sont des exercices qui vous permettent de voir le rose à l'intérieur du jaune, et c'est le troisième œil. Donc là, à ce moment-là, vous faites des exercices de concentration qui vont développer votre chakra ici, et qui vont mettre en activité votre glande pinéale. Voilà, je ne suis pas censé vous dire ça, et puisque vous me posez la question, je vous réponds. Donc, les chakras, à chacun de nos chakras correspond une glande endocrine, et les glandes endocrines fonctionnent quand nos chakras fonctionnent. Voilà. Comme nous sommes des êtres qui fonctionnons avant tout, et principalement avec nos 5 chakras inférieurs, c'est-à-dire le laryngé, le cardiaque, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra de la base, hein, auquel correspondent donc la thyroïde, le thymus, le pancréas, les gonades, c'est-à-dire vos organes génitaux reproductifs, vos glandes reproductives, et j'en oublie une, merci, les surrénales. Voilà. Donc, ce sont des glandes endocrines que je viens de vous citer, et qui correspondent aux chakras que je viens de vous citer avant. Voilà. Pour les 2 chakras supérieurs, le coronal, qui correspond donc le corps pituitaire, on ne sait pas à quoi il sert. C'est une glande endocrine qui a l'air endormie chez la plupart des humains. Et la glande pinéale, idem, qui a l'air entartrée. Alors sachez que, évidemment, l'hygiène de vie peut aussi contribuer au bon entretien de vos glandes endocrines, mais c'est surtout, il faut le voir comme... C'est l'énergie de vos chakras qui vont faire que vos glandes endocrines vont fonctionner correctement ou non. Voilà. Sujet clos. En ce qui concerne le voyage astral, on m'a dit vous n'avez jamais parlé du voyage astral. C'est vrai. J'en ai pas parlé parce que je ne le pratique pas. Et que je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas vraiment. Tout ce que je peux vous dire du voyage astral, c'est que contrairement à ce que les gens croient, le véritable voyage astral se fait avec le corps de lumière, qui est le véritable corps astral est notre corps de lumière, et non pas le corps émotionnel. Parce que, en général, on dit le corps astral, on dit que c'est le corps émotionnel de l'homme. C'est-à-dire, vous savez qu'on a le corps physique, au-dessus le corps émotionnel, dit astral, et au-dessus le corps mental. Ça, c'est notre personnalité, les 3 corps. En vérité, le corps astral n'est pas le corps émotionnel. Le corps astral est le corps de lumière qui est bien au-dessus. Les gens qui font véritablement de la sortie astrale, du vrai voyage astral, ils le font avec leur corps de lumière. Ce sont les gens qui ont cette capacité, les disciples avancés, les initiés, qui ont cette capacité déjà d'avoir activé leur corps de lumière et de pouvoir y rentrer et de sortir, donc de se décorporer, de sortir de leur conscience, de leur corps physique et de leur triple corps, hein, physique, émotionnel et mental. Ils sortent de ces 3 corps et ils vont dans leur corps de lumière. À ce moment-là, ils ont accès à d'autres dimensions, ils ont accès aux annales akashiques et ils peuvent même redescendre dans le passé. Hein. La plupart des gens qui font du voyage astral, ce qu'ils appellent voyage astral, se trompent de terminologie. Ils font tout simplement du voyage dans leur corps émotionnel. C'est-à-dire, tout le monde, lorsque vous dormez, votre conscience part dans votre corps émotionnel. C'est-à-dire, vous allez vivre le temps du repos de votre corps physique. Vous allez vivre un instant, quelques heures, dans les plans émotionnels, par le biais de votre véhicule émotionnel. C'est ce qui va vous permettre d'aller vivre votre partie onirique, c'est-à-dire les rêves, hein, pour ceux qui ont la conscience de leurs rêves et qui les gardent à la mémoire, vont vivre une seconde vie, c'est-à-dire pendant la nuit. Eh bien, ils sortent de leur corps physique, leur conscience va dans le corps de transition, qui est le corps émotionnel, qu'on appelle astral, mais c'est à tort, je viens de vous expliquer. Et vous vivez donc des vies dans votre corps émotionnel, vous vivez des expériences, des guerres, des batailles, vous pouvez avoir faim, vous pouvez avoir des désirs X, tout dépend de la pureté de vos désirs. Et votre corps émotionnel va vous emmener dans des contrées du monde émotionnel, dit astral, encore une fois, à tort, et c'est chez la majorité des gens. La majorité des gens qui pratiquent le voyage astral le font par le biais de ce corps-là, du corps émotionnel, qui n'est pas le véritable corps astral.
Par contre, si vous prenez Daniel Meroy ou Angie Vaudan, qui ont écrit des livres sur les annales akashiques, eux ont cette capacité de faire du voyage astral véritable, c'est-à-dire de remonter dans le passé et d'aller dans les annales akashiques, et donc ils ne peuvent le faire qu'à travers leur corps de lumière, leur véritable corps astral qui est le corps de lumière, à savoir le Merkaba, qui est le véhicule de lumière. Voilà. Si j'ai des exercices pour faire du voyage astral, j'en ai pas, et j'en donnerai pas. Voilà, parce que c'est pas quelque chose que l'on peut forcer non plus. Vous sortirez de vos corps lorsque vous serez suffisamment purifié. Ça sera peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une prochaine. Il faut savoir qu'entre chaque corps, c'est-à-dire qu'entre le corps physique et le corps émotionnel, qui sont les deux corps superposés, il y a ce qu'on appelle des membranes et des filtres. Et plus ces corps sont serrés l'un à l'autre, et plus les membranes et les filtres sont serrés, moins vous avez de chances de pouvoir faire de la sortie astrale. Ce qui permet la sortie, la décorporation de votre conscience d'un corps à l'autre, c'est justement cette souplesse qu'il peut y avoir entre les membranes et les filtres qui est entre chaque corps. Et cela ne s'acquiert comment? S'acquiert avec l'expérience de la réincarnation. Plus vous allez vous réincarner, plus vous allez pratiquer les méditations, plus vous allez pratiquer le lâcher-prise, surtout sur le corps physique. Moins vous allez être dans le physique et plus vous allez être dans la spirituelle, et plus ces membranes vont se relâcher. Et c'est ce relâchement des membranes entre les corps qui vont permettre la décorporation de vos consciences et d'aller dans le corps mental et d'aller dans le corps émotionnel. Et quand vous aurez un corps mental suffisamment structuré et construit, vous pourrez même faire de la décorporation dans votre corps mental et le corps mental supérieur. À ce moment-là, vous pourrez avoir accès aux dimensions des maîtres, puisque vous pourrez avoir accès au plan bouddhique. Et les maîtres sont sur le plan bouddhique. Et c'est comme ça que nous repèrent les maîtres. Voilà. Quand vous arrivez à avoir votre conscience, la lumière de votre conscience dans votre corps mental supérieur, les maîtres s'intéressent à vous et vous êtes sujet à l'initiation. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de mois d'août. Préparez-vous à la rentrée qui risque d'être mouvementée. Je dis ça sans vouloir spécialement semer la peur, mais ça risque d'être agité. A bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.